Bonjour, bienvenue pour cette première séance du séminaire sur la trajectoire des réformes foncières rurales en Afrique subsaharienne qui vous est proposée par l'IED Afrique et l'IRD en partenariat avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et le pôle foncier de Montpellier. Alors, je précise tout de suite que vous avez un problème d'enregistrement lors de cette première séance du 20 janvier, et donc je la refais pour pouvoir la mettre en ligne comme les autres. Donc, cette séance, cet enregistrement concerne uniquement l'intervention que j'ai faite le 20 janvier, et sans malheureusement le débat qui a suivi. L'origine de ce séminaire tient à une rencontre discussion avec les organisations de la société civile sénégalaise qui réfléchissaient sur le processus de réforme et le constat que finalement, d'une part, le débat entre les acteurs sénégalais était très centré sur la situation sénégalaise et peut-être n'intégrait pas assez d'éléments sur les pays voisins. Et d'autre part, surtout que, de façon générale, si beaucoup d'acteurs réfléchissent autour de la question de foncier, de politique foncière, font des diagnostics, font des propositions en matière d'axes, de thématiques d'orientation de réforme, la réflexion sur le processus de réforme lui-même est moins avancée, moins poussée. Autrement dit, s'intéresser au processus de réforme lui-même, à la trajectoire de la réforme, c'est s'intéresser sur qu'est-ce qui fait que la réforme devient à l'ordre du jour maintenant, et qu'il y a des processus de débat, de diagnostic, de propositions qui sont faites. Qu'est-ce qui fait que ce processus aboutit ou pas, prend une forme ou une autre, et comment s'élaborent finalement les propositions dans des processus souvent assez complexes. Donc l'objectif était de proposer au départ, était de proposer à un groupe d'acteurs sénégalais impliqués dans le débat sur la politique foncière de réfléchir sur la trajectoire des processus de réforme. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils prennent cette forme, comment se font les influences et les différentes influences et jeux d'acteurs qui dessinent cette trajectoire, et de prendre du champ par rapport à la situation sénégalaise. Le but était un séminaire sur 6 séances qui réunissent un groupe de noyau d'acteurs qui se retrouvent, discutent et réfléchissent ensemble et avancent. L'histoire et le Covid on a vu autrement, puisque du coup le présentiel n'était plus possible, c'est devenu un séminaire en ligne, avec du coup une participation élargie à des personnes en dehors du Sénégal, et également une participation plus variée finalement d'un séminaire, d'une séance à l'autre. Mais voilà, ces séances ont été extrêmement intéressantes. Donc, cette proposition qu'on a élaborée avec Mamadou Fall à l'IED Afrique était de proposer ce séminaire pour réfléchir ensemble sur la trajectoire de la réforme à partir des acquis de la recherche, et en particulier de travaux menés au niveau du pôle foncier de Montpellier, qui est un groupement d'intérêt scientifique, de réflexion, d'analyse, d'animation scientifique sur les politiques foncières, et en particulier en s'appuyant sur certains chapitres d'un ouvrage à paraître qui traite en particulier de la question des politiques foncières. Voilà. Donc cette première séance a pour but de discuter, d'ouvrir finalement le débat qui sera ensuite suivi par une série d'autres séances consacrées à des études de cas. Voilà. Parce que je n'arrive pas à faire changer la diapo. Voilà. Donc, cette séance introductive s'appuie sur la réflexion sur le pôle, essaie de s'interroger sur ces questions des trajectoires autour de quelques grands thèmes. D'abord, c'est un rappel, c'est de prendre bien conscience que le foncier est au cœur du contrat social et de la construction de l'État. Prendre conscience aussi du fait que depuis les années 90, quasiment tous les pays d'Afrique subsaharienne ont engagé des réformes diversement abouties, et donc de s'interroger sur pourquoi autant de réformes dans cette période, sur les débats sur le sens, l'orientation de ces réformes, et puis des questions introductives sur la trajectoire des réformes.
Alors, c'est un rappel, mais il faut bien l'avoir à l'esprit. Effectivement, le compte foncier est au cœur du contrat social, des rapports entre les citoyens entre eux et entre les citoyens et l'État. C'est un objet à la fois de sens, de pouvoir et de richesse, comme dit Shilton et Green. Il ne faut pas le lire uniquement sous l'angle économique, support de la production. Il faut le lire dans ses différentes dimensions. Et le foncier est au cœur de la société parce que la façon dont une société définit les droits fonciers traduit à la fois une conception des rapports entre individus, collectifs sociaux et État, et traduit aussi le degré d'acceptation sociale en termes d'inégalité, de compétition, d'inclusion sociale. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelles sont les différenciations, qu'elles soient socio-économiques, statutaires, qui sont considérées comme légitimes dans les formes d'accès à la terre et dans les inégalités de répartition de la terre. Alors, les politiques foncières, ce sont des interventions de l'État qui visent à modifier, structurer, orienter les pratiques foncières des citoyens et des acteurs. Et donc, pour ça, elles visent à promouvoir certains types de droits sur la terre et les ressources naturelles, certains modes de répartition entre les différents groupes d'acteurs sociaux. Et pour cela, les politiques foncières ont différents axes d'intention, différents champs d'action. D'abord, elles définissent les types de droits qui sont juridiquement reconnus. Et donc, à contrario, elles définissent ceux qui ne le sont pas et qui sont du coup rejetés dans l'extra-légalité ou l'illégalité. Elles définissent aussi les façons dont ces droits peuvent être, dont des droits peuvent être reconnus, donc légalisés. Les politiques foncières définissent aussi les modes de transfert de ces droits. Comment ils se transfèrent par achat, don, location ou autre, par héritage, etc. Et les éventuelles contraintes ou limitations à ces transferts. On ne peut pas transférer tout n'importe comment à n'importe qui. Il y a éventuellement des limitations, des contraintes. Et les politiques foncières définissent aussi les instances qui sont chargées de définir les droits, de les allouer, de les attribuer, de les reconnaître, de les administrer, de les gérer, donc de les enregistrer, de les noter, de les archiver, et puis aussi d'arbitrer les conflits. Et les politiques foncières sont un objet complexe parce qu'elles sont à la fois un objet en soi, donc organiser les rapports entre les hommes autour du foncier et des ressources naturelles, mais elles sont souvent aussi, elles sont en même temps un moyen pour d'autres politiques. Les politiques foncières sont ainsi au service d'objectifs généraux de développement économique et social, de lutte contre la pauvreté, de pouvoir telle ou telle vision du développement économique, mais elles peuvent aussi intégrer des objectifs sociétaux spécifiques en termes d'inclusion sociale, d'égalité de genre, de redressement de la justice historique. Et puis, elles sont aussi au service d'objectifs politiques implicites ou explicites, qui sont de l'ordre du soutien des coalitions de pouvoir, de la rétribution de clientèle, des objectifs qui ne sont plus politiques au sens de rapports de pouvoir, d'alliances, de compétition entre groupes sociaux, plus que de policies en termes effectivement de développement économique et social. Et cette dimension-là, évidemment, est très forte, ne peut pas être oubliée. Alors, analyser les politiques publiques, les politiques foncières, pardon, il est intéressant de les analyser en termes de politique publique. C'est une des nombreuses politiques publiques par lesquelles l'État intervient et essaie d'organiser les sociétés. Alors, sans faire un cours d'analyse de politique publique, quelques éléments sont utiles à rappeler. D'abord, sur les politiques publiques en général, vous verrez que ça s'applique également aux politiques foncières. On a souvent une vision assez normative et idéalisée des politiques publiques. Disons, les politiques publiques, c'est fait pour le bien des citoyens. Donc, quand on ouvre un manuel de sciences politiques de première année, on évite des niaiseries, j'allais dire, par rapport à ces visions, une certaine naïveté qu'on peut avoir sur ce qu'est une politique. Une politique publique, d'abord, ce n'est pas que des actions, c'est une somme d'actions ou inaction. Ne rien faire, c'est un choix. Non. Une politique publique, ça n'a pas toujours pour but de résoudre des problèmes. Ça peut être éventuellement, principalement une action de communication, et il peut être au service de certains intérêts, et donc, à cause de ça, productrice de certains problèmes. Ou en tout cas, maintenant, acceptant la continuité de problèmes.
Et puis une politique publique, ce n'est pas seulement des documents stratégiques, ce n'est pas seulement un cadre légal. Une politique en acte, c'est avant tout la résultante des pratiques qui sont chargées de sa mise en œuvre. Donc, c'est un ensemble complexe, effectivement. Il y a à la fois des orientations stratégiques, il y a des dispositifs légaux et réglementaires, il y a des institutions, des administrations, des organisations, il y a des outils et des techniques, il y a plein de choses, des moyens financiers. Et finalement, ce qui compte, ce n'est pas tant qu'est-ce qu'il y a sur le papier, qu'est-ce qu'il y a dans les déclarations, qu'est-ce qu'il y a dans les textes de loi, que qu'est-ce qui est mis en pratique effectivement, qu'est-ce qui influe sur les comportements des gens. Et donc, encore une fois, c'est avant tout la résultante des pratiques des acteurs chargés de la mise en œuvre, avec du coup des différences, des gaps plus ou moins importants entre des intentions affichées, des intérêts poursuivis et des dispositifs, des pratiques. Dans les politiques publiques, et les politiques foncières en particulier, parce que justement elles ont des enjeux sociétaux particulièrement importants, les politiques publiques ne sont jamais totalement consensuelles. Elles font l'objet de controverses et aussi bien dans les débats de politique publique sur les orientations à prendre que sur les modalités de mise en œuvre, une politique publique est traversée de contradictions, de controverses et traduit des confrontations entre acteurs, des confrontations en termes d'idées, quelle est la lecture de la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire, mais aussi en termes d'intérêts. Les différents groupes d'acteurs concernés n'ont pas les mêmes intérêts, et également d'institutions, d'organisations qui sont là et qui, comme toute institution, ont pour intérêt d'exister, de se maintenir, de se une politique publique donc ne repose pas sur une analyse scientifique de la réalité. Une politique publique repose sur une façon de lire le secteur, donc une façon de lire la société, une façon de définir, de qualifier des problèmes et une façon du coup de penser les réponses possibles à ces problèmes. Et donc, il est important de s'intéresser à ce qu'on appelle des cadrages, des récits, en façon dont sont posés les problèmes, dont sont lues les réalités, parce que justement, elles ne sont pas consensuelles et révèlent du coup ces différences de logique, d'intérêt, d'idées dont je parlais juste au-dessus. Et en fait, quand on regarde l'analyse des politiques publiques, ce qu'on voit à l'œuvre, ce sont souvent des réseaux d'acteurs qui partagent chacun plus ou moins, de façon plus ou moins homogène, une certaine vision du problème et une certaine vision des réponses à y apporter. Et il y a souvent, et c'est particulièrement fort dans le cas des politiques foncières, des réseaux différents, porteurs de lectures différentes, porteurs d'intérêts différents, porteurs de réponses différentes. Et c'est une des raisons pour lesquelles le consensus autour de réformes est souvent particulièrement compliqué à obtenir. Enfin, les politiques publiques depuis les années 90, ce sont de moins en moins le monopole des États, et de plus en plus d'acteurs, c'est vrai au nord comme au sud, sont impliqués dans les débats de politique publique, dans les formulations, dans la mise en œuvre, des acteurs étatiques évidemment, mais aussi des acteurs associatifs, privés, des acteurs nationaux, acteurs internationaux, et on observe ce que Gilles Massardi appelle une démographie galopante des acteurs de l'action publique, qui multiplie du coup les acteurs concernés. Et enfin, les politiques publiques changent ou ne changent pas, et l'inertie est souvent la règle, en ce sens où une politique donnée répond à une cristallisation d'intérêts d'acteurs à un moment donné, qui a la capacité à se perdurer, même si la politique, le contexte a changé et que la politique en place peut être mise en cause, contestée, en tout cas par certains acteurs. Voilà, donc pour résumer, je trouve que cette citation de Lascaux et Le Gallès traduit bien la chose. Les politiques publiques sont des pulses à résoudre, compte tenu de l'incertitude des fins et de celle inhérence à l'importance des jeux d'acteurs dans la mise en œuvre. Les projets, les programmes gouvernementaux sont porteurs de beaucoup d'ambiguïté. Les objectifs sont souvent flous, les intérêts protégés, contradictoires, les moyens attribués imprévisibles, la répartition des compétences peu ou mal effectuée. Voilà, donc là, c'est un résumé d'un petit livre sur les sociologies de l'action publique issu des travaux menés dans les pays industrialisés, aux États-Unis, en Europe, etc. Donc, on n'est pas, c'est une réalité générale, même si cette situation-là est encore plus présente
dans les pays du Sud où eh bien, oui, l'incertitude sur les finalités est accrue par l'hétérogénéité des normes de la société et des valeurs sociales et brouillée par l'intervention d'acteurs externes, parfois les aveux. Donc, les politiques foncières sont un objet particulier, c'est des politiques publiques, mais c'est des politiques publiques qui touchent à quelque chose qui est, comme on l'a vu, au cœur de la société et aussi au cœur de la construction de l'État. Le foncier, c'est au cœur des pratiques de l'État, à la fois parce que l'État représente en partie, pas exclusivement, mais en partie des intérêts d'élites, donc d'intérêts économiques, d'intérêts d'accumulation foncière, et aussi parce que l'État en tant qu'appareil, du coup, cherche aussi à consolider son pouvoir, à accroître son ancrage dans l'espace local par sa présence de ses outils, de ses administrations. Et on retrouve là le débat sur la formalisation des droits qui passe par la mise en place d'institutions étatiques qui entrent dans les pratiques jusqu'au cœur des quartiers populaires ou des villages. Et puis le foncier, ça sert aussi, ça sert les intérêts des élites, ça sert aussi à rétribuer des clientèles politiques. Et donc, favoriser l'accès à la terre de certains groupes d'acteurs proches du pouvoir est une dimension des politiques foncières. Et ça rajoute finalement à la complexité des politiques foncières qui ont des enjeux imbriqués, des enjeux politiques de tout niveau. Et l'anglais est plus riche que le français de ce point de vue-là, parce il propose 3 mots pour parler du mot le ou la politique, là où le français n'en a que 2. Les policies, donc les politiques publiques, les orientations officielles des actions de l'État et des dispositifs mis en œuvre, mais aussi les politics, les rapports de pouvoir, la compétition pour le pouvoir, les enjeux de pouvoir, et puis aussi le troisième mot qui est politi et qui renvoie plutôt, disons, au régime politique en place et qu'on peut élargir sur un peu le contrat social, les fondements de la société, donc un peu les fondements du vivre ensemble. Donc il y a un peu ces 3 dimensions-là. En tout cas, derrière le débat sur les politiques publiques en termes de policies, il y a derrière des enjeux de pouvoir très forts, mais aussi des enjeux de vision du monde, de vision de la société, de vision du vivre ensemble dans la société. Et cette dimension-là me paraît particulièrement importante à prendre au sérieux dans les débats de politique foncière. Alors, après ce petit panorama rapide sur les politiques foncières. Donc, le constat qu'on peut faire, que vous connaissez tous très bien, c'est qu'effectivement, on a depuis les années 90 une série de réformes qui ont été engagées, diversement abouties dans pas tous les pays d'Afrique subsaharienne. On pourrait même élargir à beaucoup de pays dits du Sud, mais on va se limiter là à l'Afrique subsaharienne. Alors, ces réformes aboutissent à des choses différentes. Et si on prend l'Afrique de l'Ouest, vous avez à la fois certains pays qui ont revu leurs codes domaniaux ou mis en place des lois sur la propriété, un accent sur la propriété privée et l'immatriculation. C'est le cas du Mali, de la Guinée, du Bénin, du Sénégal avec la loi de 2011. Certains pays ont mis en place des législations foncières spécifiquement rurales. Le Niger, un précurseur en 1993, et Côte d'Ivoire, Bénin en 2007, a été annulé ensuite par le Code foncier domanial, Burkina Faso, Mali. Et puis, il y a des pays dans lesquels les processus sont en cours. Le Sénégal, depuis 1995, avec différentes tentatives de réformer la loi sur le domaine national, le Togo, la Guinée, etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de resituer un peu dans une chronologie. Alors, ce schéma un petit peu complexe est de voir pour différents pays, à la fois en noir les principaux textes de loi sur le foncier, et puis pour la période plus récente, en tout cas à partir des années 90, de situer des événements politiques en rouge, tournant démocratique, coup d'État, guerre civile pour la Côte d'Ivoire, et puis des déclarations stratégiques en mauve, et puis en vert des dispositifs de mise en œuvre. Et bon, je n'ai pas mis tous les coups d'État des années 60-70 parce que pour certains pays c'est un petit peu compliqué, mais disons qu'on voit effectivement qu'en termes, on a quand même une concentration de textes légaux depuis les années 90, avec en même temps des calendriers assez différents d'un pays à l'autre, qui tranchent avec finalement quelques textes dans les années 60
Et puis, très peu, finalement, d'activités légales très peu importantes, finalement, au sortir des indépendances. Et si on prend ce schéma pour les pays d'Afrique de l'Est, Tanzanie, Kenya, Ouganda, on pourrait le faire de façon systématique. On retrouve aussi un petit peu la même chose avec une spécificité dont on parlera dans le séminaire, c'est le lien entre des changements constitutionnels voilà, vous ne voyez peut-être pas le curseur jusqu'à présent, c'est corrigé. Donc des liens, en particulier sur le Kenya, on verra, avec des processus constitutionnels. Alors pourquoi autant de réformes? Donc, ça, c'est des choses que vous savez aussi, mais voilà, un petit rappel à se remettre les choses à l'esprit. Au niveau global, on a une évolution de doctrine internationale sur le développement. Le 19e siècle a été plutôt marqué par le libéralisme économique et la promotion de la propriété privée, avec à la fois des attaques libérales face aux propriétés collectives, dans le terme de Nadine Olivier, à la fois en Europe et en Amérique latine, et des politiques qui visaient plutôt à démanteler la propriété collective indigène, en particulier dans les colonies de peuplement, là où beaucoup d'Européens sont venus s'installer et faire de l'agriculture, et aussi en Amérique latine. Et il y a eu en même temps, ailleurs, en dehors de ces colonies de peuplement, plutôt des alliances avec les pouvoirs locaux et le maintien et durcissement des régimes coutumiers. Et par rapport à ça, c'est plutôt le cas effectivement dans les pays d'Afrique, en dehors de ceux de colonies de peuplement, comme le Kenya par exemple. Et finalement, à cette période-là, la seule réforme de privatisation des terres, c'est la réforme Melo, tout début du XXe siècle en Ouganda, qui représente un petit peu une exception en la matière. Les années 30-80, grosso modo après la grande crise, correspond à l'ère des réformes agraires inaugurées par la Révolution mexicaine de 1910 et renforcée par la période keynésienne, donc les investissements de l'État pour soutenir l'économie, et puis la lutte contre l'influence communiste, qui met en avant la question de la réforme agraire, donc la consolidation de l'agriculture familiale, le démantèlement de grandes propriétés jugées inefficaces, et donc c'est la consolidation d'une agriculture familiale. Ces réformes agraires ont des efficacités extrêmement variables, se sont heurtées à de très très forts intérêts et ont été oui, souvent assez peu effectives, plus souvent, l'exception étant finalement en Asie, Corée, Taïwan, Japon, sous l'influence américaine. Paradoxalement, effectivement, les Américains, pendant la guerre froide, étaient les promoteurs les plus forts de réformes agraires radicales, visant justement à promouvoir la redistribution des terres et saper la possible base sociale pour des mouvements communistes. Et dans cette même période, face à la demande de terre de la population, c'est aussi la conquête des fronts pionniers qui a été mise en avant, qui a servi dans certains cas d'alternative à la réforme agraire, plutôt que d'exproprier les grands propriétaires. Et on incite les petits paysans en manque de terre, les paysans sans terre, à aller défricher et s'installer dans de nouvelles zones. Alors dans cette période-là, en ce qui concerne l'Afrique, on est effectivement plutôt dans la continuité de l'alliance avec les pouvoirs locaux, avec une exception là aussi, le plan Swinnerton au Kenya, dans les années 50, qui est mort dans les années 50 et qui fait suite en fait à la révolte Mau Mau, qui révolte indépendantiste, que ce plan Swinnerton, en consolidant un petit capitalisme agraire, visait là encore une fois à solder en créant finalement une classe de petits propriétaires satisfaits de la politique coloniale qui leur donnait les moyens de se développer. La politique d'enregistrement des terres a été poursuivie par le Kenya indépendant très fortement et les autres pays très très peu, et finalement on arrive aux années 80 avec la crise de la dette, le tournant néolibéral où du coup la question du foncier est reposée dans les termes.
Dans les années 80-90, vous savez, c'est celle des réformes macroéconomiques, des plans d'ajustement structurel. Donc, il s'agit de, sous prétexte de la crise de la dette, d'obliger les États à se resserrer sur leurs fonctions régaliennes, à démanteler un certain nombre d'entreprises publiques, à dégraisser les services sociaux et à promouvoir notamment une économie libérale dans des États où l'économie était assez fortement administrée. Et cette première phase dure de rééquilibrage budgétaire est suivie à partir des années 90 par une série de réformes institutionnelles qui visent à finalement à ancrer le nouveau paradigme dans les faits, donc à achever la transformation des États en États stratèges, organisateurs de l'économie, avec des fonctions recentrées. Donc, on a à la fois des politiques institutionnelles qui mettent en avant la décentralisation, qui est censée contribuer à démocratiser la société et à faire que l'État, les politiques publiques sont plus ancrées dans la réalité locale. Et puis, il y a toute une série de réformes des politiques sectorielles pour les adapter à ce nouveau contexte d'un État recentré et d'une économie plus libéralisée. Parce que voilà, les politiques antérieures avaient été construites dans un contexte d'intervention étatique forte qui n'est plus de mise à ce moment-là. Et donc, parce que, pour reprendre les termes de Pierre Müller, on peut appeler un ajustement global sectoriel, où du coup les politiques sectorielles sont réorganisées, revues de façon plus ou moins profonde pour s'adapter, se mettre en cohérence avec ce nouveau référentiel global d'un État recentré et de politique économique. Donc, on voit qu'on peut traiter tous les thèmes, l'eau, la santé, l'éducation, le foncier, etc., avec à la fois un peu moins d'intervention de l'État, un peu plus de logique de marché. Il faut vendre l'eau pour assurer l'équilibre des services de l'eau potable. Il faut payer les soins de santé pour assurer l'équilibre des soins de santé, etc., etc. Et se rajoute à cette perspective-là, et c'est dans ce cadre-là que les réformes se mettent en place, donc l'administration des réformes se fait, et on a ensuite qui se rajoute à ça les crises alimentaires de 2007 et la crise financière de 2008, et toute la question des grandes acquisitions de terres, des accaparements fonciers qui vient se greffer à ce contexte-là à partir de la fin des années. Alors, dans ce contexte des années 90, où la question du foncier est posée, il y a deux grandes questions qui sont posées. Enfin, en tout cas, pour certains acteurs, l'enjeu principal est de favoriser le développement économique par l'activité privée. Et pour ça, on considère que les acteurs économiques ont besoin de droits sécurisés. Donc, on promeut l'état de droit et on promeut la reconnaissance, la formalisation des droits fonciers. Il s'agit de légaliser les droits fonciers, de rendre plus facile l'accès à la propriété, plus rapide pour favoriser l'activité économique. D'autres acteurs, quelquefois les mêmes, mettent en cause justement les interventions de l'État auparavant, le fait que dans les législations antérieures, les droits fonciers non enregistrés sont incorporés au domaine de l'État, qui a donné de droit ou de fait un pouvoir très fort à l'État pour intervenir dans le jeu foncier, prendre des terres, en redonner à d'autres, qui est considéré comme un facteur finalement d'insécurité foncière, de conflit, de spoliation, et que cette intervention de l'État, le monopole foncier, la prétention de l'État au monopole foncier est mise en cause, et donc du coup il faut pour cela effectivement sortir les terres du monopole de l'État et reconnaître les droits fonciers des citoyens, des habitants et des agriculteurs, des éleveurs. Donc, la formalisation des droits de propriété est mise en avant comme une composante nécessaire d'une économie libéralisée. Et la question des inégalités foncières qui était au cœur des débats dans la période des réformes agraires passe complètement au second rang, voire même complètement occultée, au profit de celle sur l'informalité. C'est ce qui n'était pas considéré comme un problème autrefois, c'est maintenant le fait que les droits fonciers des citoyens soient informels, non reconnus par l'État, qui est mis en avant comme un problème, et donc les prescriptions internationales poussent à la formalisation des droits, et avec la multiplication des programmes de cadastrage qui commencent en Europe de l'Est après la chute du mur de Berlin, se poursuit en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, et avec plus ou moins de succès en Afrique subsaharienne.
Alors ça, c'est au niveau des doctrines internationales. Au niveau national, l'intervention de l'État dans le foncier est aussi mise en cause, avec, dans un contexte de crise du modèle post-indépendant, donc celui qui s'est mis en place après les indépendances, qui on veut une modernisation par l'État, dans un cadre légal qui était le plus souvent marqué par un legs colonial, une certaine continuité avec les politiques coloniales, et qui reproduit finalement la fracture interne à la société entre les élites qui ont accès aux droits, qui peuvent avoir des titres fonciers, et la grande majorité de la population. Et ce cadre aussi qui favorise, je l'ai dit tout à l'heure, les abus de pouvoir liés à la maîtrise de l'écrit et des procédures et liés aux ingérences possibles de la part des agents de l'État dans le jeu foncier local. Et le tournant démocratique des années 90 met en avant des revendications sociales, d'inclusion sociale, de protection contre les abus de pouvoir et de possession, de lutte contre les inégalités. Et du coup, cette inégalité-là, cette inégalité d'accès aux droits, devient considérée comme un problème. On a aussi à ce moment-là, à cette période-là, une montée des conflits en milieu rural, attribués à des causes diverses selon les auteurs, parfois à la pression démographique, parfois aussi à la baisse de la capacité de l'État à les réguler ou les contrôler. Et puis, globalement, effectivement, on a une remise en cause des modes d'intervention de l'État sur le foncier, avec cette informalité et extra-légalité généralisée qui est produite, où seulement 1, 2, 5, 10% de Madagascar des terres sont immatriculées, ce qui veut dire que l'essentiel des citoyens n'ont pas accès à des droits reconnus ou ont accès à des formes intermédiaires, des contextes dans lesquels la pluralité des normes entre normes coutumières, normes de l'État favorise l'instrumentalisation, s'attaquer à l'instrumentalisation des conflits, et où finalement cette situation-là n'est pas seulement une somme de reliquats non intentionnels d'une situation antérieure, mais sert certains intérêts, des élites qui peuvent facilement acheter ou s'accaparer des terres, des États qui peuvent prendre les terres qu'ils souhaitent au détriment des populations et favorise finalement un certain nombre d'abus de pouvoir vis-à-vis de la population. Et on a en contraste par rapport à ça les nouvelles stratégies d'accumulation des élites qui, encore plus qu'auparavant, font du foncier une base de leur déplacement d'épargne et d'accumulation économique. Donc c'est dans ce contexte-là que l'on observe la mise à jour, la mise à l'ordre du jour, comme on dit, de la question des réformes foncières. Mise à l'ordre du jour, on dit souvent mise sur un agenda techniquement, mais ce n'est pas l'agenda de ces dates, c'est mise à l'ordre du jour de l'intervention de l'action du gouvernement, avec des ressorts variés. Il y a certes la publicisation des problèmes, les conflits fonciers qui font la une de la presse, il y a des impulsions internationales pour le changement, on l'a vu, plus ou moins fort de la part de différents acteurs, des offres de financement qui disent allez-y, osez vous affronter à la question foncière et on est là derrière vous. Il y a dans certains cas effectivement des crises sociales, et on le verra pour l'Afrique de l'Est avec oui, des violences, des phases de violence à base foncière qui amènent à dire qu'il faut traiter la question à la pointe de fond, et avec des commissions d'enquête qui font un boulot remarquable d'analyse de la situation. Et donc, le fait, la décision pour l'État d'engager un débat ou une réforme, en tout cas d'ouvrir le dossier du foncier, se fait au carrefour de ce qu'on appelle différents courants, le courant des problèmes, les incitations à réformer, et se fait à des périodes différentes selon les États, en fonction des contextes politiques, parce que bien sûr, c'est une question extrêmement sensible et délicate. Et ce qui est important à bien voir dès ce moment-là, c'est qu'il y a dès le départ, dès cette période-là, de lutte de définition du problème. C'est-à-dire qu'il y en a en gros, pour simplifier, deux grandes façons de poser le problème. L'une qui dit, centrée sur des lectures quelquefois un petit peu simpliste de la théorie de la propriété, qui dit effectivement il ne peut pas y avoir de développement économique si les acteurs n'ont pas de droits reconnus, et il faut une propriété privée. Donc l'enjeu est de faire des opérations de titrage, de promotion de droits de propriété privée, pour faire basculer le droit coutumier dans une régulation étatique de droit de propriété privée, et d'autres qui disent au contraire, attention, ne bouleversons pas les tout,
Le titre foncier ne suffit pas à développer l'économie. Par contre, elle aurait un coût social énorme dans des sociétés qui ne reposent pas sur la propriété individuelle, où la dimension collective, familiale est importante. Et l'enjeu, les droits coutumiers qui disent que les droits coutumiers individuels ou collectifs sont évolutifs, ne sont pas un blocage à l'intensification. Donc, une restructuration profonde n'est pas indispensable du tout, mais qu'au contraire, l'enjeu, c'est de construire un cadre légal et institutionnel qui reconnaissent, sécurisent ces droits coutumiers, individuels et collectifs, et leur permettent d'évoluer. Donc, on a deux grandes visions du problème très différentes qui se traduisent par des prescriptions effectivement différentes, qui se retrouvent toutes les deux autour de la question de la formalisation, pour la plupart. Donc, le fait de donner une forme légale, une reconnaissance légale aux droits fonciers des acteurs ruraux, mais pas avec la même façon de penser la formalisation, le type de droit qui peut être formalisé et les modes de régulation foncière. Et donc, selon les pays, on a des cadrages variés, des définitions des problèmes variés, plus politiques, mettant l'accent sur les conflits, les spoliations, etc. D'autres plus technicisés. Là, il faut donner des droits légalement reconnus. Donc, on a vu comment, autour des années 90, a émergé cette question foncière qui n'était pas du tout dans les priorités politiques dans les années 70 ou 80, et que ces luttes de cadrage, mais qu'effectivement, il n'y avait pas de consensus autour de... il y avait un relatif consensus autour des besoins de réforme, mais pas du tout de consensus sur les orientations à promouvoir. Donc, du coup, dans cette section, on voudrait réfléchir un petit peu sur justement ces controverses et ces débats sur les orientations à promouvoir. Et donc, voilà, d'où le titre, réformer oui, mais vers quoi pour aller vers quoi. Alors, on l'a vu, les politiques foncières ont suivi des trajectoires complexes et les différents pays ont pu faire des choix divergents, alors même que leur situation n'est pas forcément radicalement différente quand on la regarde de façon très large. Ce qui explique, c'est différentes choses qui expliquent ces choix divergents. C'est bien cette question de cette multiplication d'enjeux politiques et économiques autour du foncier. Enjeux d'identité d'accès à la terre, enjeux pour les rapports entre l'État et les locaux, enjeux autour des élites et de leur mode d'accumulation économique, enjeux pour l'administration foncière qui à la fois manque de moyens, de ressources, de matériel, mais en même temps est aussi un lieu de corruption et a un centre d'intérêt à la situation actuelle qui même reste problématique. Et bien sûr, voilà, l'équilibre entre ces différents enjeux, l'équilibre des forces entre ces différents intérêts ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Chaque pays a son histoire politique et institutionnelle spécifique. Il y a des événements politiques qui marquent dans les années 90-2000 qui rendent possible ou bloquent au contraire l'ouverture d'un débat. Et puis, il y a le rôle des bailleurs de fonds qui, selon les pays, sont plus ou moins pushy, plus ou moins directifs dans la question foncière, plus ou moins prêts à financer massivement des programmes de débat sur les politiques et ou de mise en œuvre, avec ou sans, promouvant ou non des modèles particuliers ou en essayant de promouvoir des processus nationaux de définition des politiques. Alors, évidemment, on n'a pas le temps de faire un panorama complet de ces différentes trajectoires. On y reviendra dans les autres séances du séminaire, mais on peut déjà noter juste quelques petits flashs pour fixer les idées. Au Kenya en particulier, je reviens là-dessus parce que c'est assez différent des situations de l'Afrique de l'Ouest qu'on connaît le mieux. On a donc une histoire marquée par des spoliations foncières particulièrement fortes, l'histoire coloniale et post-coloniale, avec une histoire aussi de violence politique liée au foncier. Et les années 90 ont vu effectivement une forte contestation de cette situation coloniale et post-coloniale. Et l'État a été obligé à deux reprises de mettre en place des commissions qui ont fait un vrai travail d'enquête et d'analyse, parce que la commission Monjo, qui avait été présidée par Okot Ogando, le professeur Okot Ogando, grand juriste, personne extrêmement reconnue, en même temps extrêmement
récit dans ses analyses et dans ses processus de spoliation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu du coup deux processus relativement parallèles de réforme constitutionnelle et de formulation d'une politique foncière nationale, les deux ayant pour but initial justement d'ancrer dans ces réformes la résolution des injustices historiques et donc une réforme profonde de la façon de penser le foncier et sa gouvernance. Ces processus ont été longtemps freinés par des coalitions politiques qui n'y avaient pas intérêt, et c'est l'arrivée au pouvoir la fin des années 2000 de la coalition Rainbow qui a été une fenêtre d'opportunité et a permis d'achever ces deux processus parallèles qui avaient commencé à un moment. Et en même temps, ces réformes ont très vite été édulcorées comme du fait justement des intérêts auxquels ils s'affrontaient et de la capacité de l'administration foncière en particulier à reprendre le contrôle sur la réforme et les ça, on verra ça dans une séance du Sénat. Alors, on peut lire les controverses et les débats de politique foncière autour de 4 grandes controverses qui sont plus ou moins imbriquées, qui ne sont pas exactement les mêmes. La première, j'ai évoqué tout à l'heure, elle touche autour du foncier comme support de l'activité économique et se structure autour du dilemme entre privatiser ou sécuriser les droits existants. Et sécuriser les droits, ceux de qui en priorité. Donc ça, ce débat se structure autour de la théorie du droit de propriété et avec un débat aussi sur les performances de l'agriculture familiale où celle-ci est finalement à niveau technique constant pas moins efficace qu'une agriculture à grande échelle. Donc il y a une certaine reconnaissance des performances de l'agriculture familiale, le débat sur l'agrobusiness et ce qu'il produit en termes d'efficacité économique, mais aussi en termes d'équité, de souveraineté, etc. Donc, une très forte controverse là-dessus, qui se traduit par un débat aussi sur qu'est-ce qu'on appelle la sécurité foncière. Et ceux qui promouvent les droits de propriété privée ont tendance à considérer que la sécurité foncière est liée au fait d'avoir un titre reconnu par l'État, et un titre de propriété privée même reconnu par l'État. Ce à quoi des approches plus sociologiques disent que la sécurité foncière, c'est avant tout le fait d'être protégé contre les risques de spoliation, et que ce n'est pas lié à la nature des droits qu'on possède, peut-être en insécurité avec les droits coutumiers, individuels, collectifs, etc. Et que la sécurité foncière est avant tout une question politique et institutionnelle. Est-ce que les institutions de régulation foncière fonctionnent et sont capables d'assurer justement la garantie des droits légitimes? Autre très fort débat qui découle de cela, c'est autour de la formalisation systématique du droit. Et certains économistes comme Daniel Bromley publient un article disant est-ce que c'est pas the wrong prescription for the wrong malady? Autrement dit, est-ce qu'on ne se trompe pas en promouvant la formalisation systématique du droit? On ne se trompe pas à la fois de remède, mais aussi dans l'identification de la maladie, du problème à résoudre. Alors, ce débat qui traverse un peu tous les pays à travers le globe se cristallise en Afrique sous une forme un petit peu particulière parce qu'on est dans un contexte donc, de l'ère coloniale où le Sénégal faisant un petit peu exception par rapport à ça, la plupart des pays ont conservé la logique de domanialité, donc ils considèrent que les terres non immatriculées sont intégrées dans le domaine de l'État. Et donc, du point de vue du cadre légal, on a soit on reste dans le domaine privé de l'État, à titre informel ou avec des droits précaires et révocables, soit on passe au titre foncier, qui est le seul droit foncier légalement reconnu et qui est finalement un cadre étroit pour penser la propriété. Alors, ce qui est important de bien savoir là-dessus, c'est que ce cadre de la domanialité correspondait au fait que les colons n'ont pas trouvé sur place l'équivalent d'une propriété privée dans les situations paysannes coutumières, mais il correspondait aussi aux intérêts du pouvoir colonial et de ses alliés, et que le titre foncier, c'est avant tout la façon de garantir la propriété privée en purgeant tous les droits préexistants, avant tout au service du pouvoir colonial et de ses alliés.
Donc, l'immatriculation, historiquement, n'a jamais été faite pour être accessible à tout le monde et tout le monde. Et l'immatriculation est en quelque sorte ce que Joseph Conby appelle une création de propriété privée par le haut. C'est l'État qui, sur la base du droit que vous êtes censé avoir, vous octroie un titre foncier, à travers une démarche lourde, compliquée, visant à garantir le sérieux de la démarche. Et c'est l'État qui vous accorde telle et telle, enfin là, une propriété privée incontestable, absolue, inattaquable sur certains espaces. Et cette logique-là s'oppose assez radicalement à la diversité des modes locaux d'appropriation, où il n'y a pas justement de divorce complet entre droit individuel et droit collectif. Il peut y avoir des régulations collectives et des droits individualisés. Et puis surtout, c'est à l'échelle locale que se fait la régulation foncière, avec une diversité de formes du droit foncier beaucoup plus large qui correspond aux valeurs sociales de la société et également à la diversité des modes d'exploitation du milieu, parce qu'on n'a pas besoin des mêmes droits fonciers quand on fait du pastoralisme, de l'agriculture pluviale annuelle, de l'agriculture intensive, etc. Donc derrière ça, il y a des questions sur est-ce qu'il est souhaitable et possible de sécuriser l'ensemble des citoyens pardon, dans le cadre de l'immatriculation, et donc avec une propriété privée individuelle. Et puis, est-ce qu'il faut privilégier la formalisation légale des terrains ou des transactions? Est-ce que c'est le fait de savoir que j'ai obtenu cette parcelle-là de la part de X de façon normale qui est prioritaire? Ou est-ce que c'est le fait que l'État considère que c'est vrai et que me donne un document? Est-ce qu'il faut sécuriser les modes de gouvernance, c'est-à-dire les autorités, les pouvoirs, la façon de réguler le foncier, ou alors les droits des individus eux-mêmes? Et dans un contexte justement où on a une pluralité de normes, où l'ensemble de la société ne partage pas les mêmes normes sociales, un des dilemmes aussi, est-ce qu'il faut uniformiser le droit et donc uniformiser la société, ou prendre acte de la pluralité des normes, le fait qu'on ne gère pas le foncier de la même façon en Casamance et sur le fleuve, et que finalement il faut trouver une façon de reconnaître. Est-ce qu'il faut reconnaître une spécificité rurale, et que certains pays s'y refusaient alors que d'autres le mettaient en comme priorité? Est-ce qu'il faut ouvrir la gamme des statuts juridiques pour mieux coller à la réalité des droits existants, ou rester dans une conception du droit foncier structuré autour de la seule propriété privée? Est-ce qu'il faut vouloir basculer l'ensemble des droits fonciers dans une régulation étatique, gérée par l'administration foncière, étatique, communale, etc. Ou est-ce qu'il faut trouver des modes d'articulation variés peut-être entre des régulations coutumières, en tout cas qui prennent acte à l'échelle locale des droits légitimes et des autorités locales, et une régulation par l'État, par l'administration. Et derrière ça, eh bien, on a aussi la question finalement de la conception de la citoyenneté. Si on considère qu'être citoyen, c'est être un individu qui voit ses droits individuels garantis par l'État, alors effectivement, ça va vers le fait d'uniformiser le droit, de ne pas penser la régulation foncière uniquement par l'administration étatique. Si on considère qu'effectivement, être citoyen, c'est être à la fois citoyen de l'État, mais aussi citoyen local, appartenant à des régions, à des groupes sociaux, relevant de normes, de valeurs qui ne sont pas celles d'une société libérale individualiste, alors on essaie de promouvoir une citoyenneté plurielle et des articulations justement entre régulation étatique et régulation on voit bien que les enjeux derrière ça sont loin d'être seulement une question de politique économique, l'agro-business versus l'agriculture familiale. Il y a derrière des questions très fortes de choix de société, de type de société que l'on cherche à promouvoir. Voilà, et puis dernier point, bien sûr, effectivement, il y a la question de la propriété individuelle et aussi des marchés fonciers, donc de la circulation des droits sur la terre entre les acteurs. Et globalement, effectivement, la plupart des réformes actent
de l'existence ou du développement en cours de marchés fonciers. Mais en même temps, on a des marchés fonciers extrêmement différents d'une région à l'autre et un degré de marchandisation de la terre qui est extrêmement différent. Et c'est une des difficultés des politiques foncières d'arriver à prendre en compte cette diversité interne au pays. On a parfois des marchés fonciers qui sont liés aux acheteurs urbains, et donc en périphérie urbaine, dans les zones qui les intéressent, et extrêmement. Et d'autres régions, comme au sud Bénin par exemple, il y a des marchés fonciers paysans, et donc des paysans vont acheter, louer des terres entre eux sans aucun problème. Il y a la question des marchés, il y a la question des valeurs sur ce qu'on en fait un mode de régulation légitime ou pas, mais il y a derrière la question aussi des inégalités possibles, des équilibres sociétaux à promouvoir entre compétition et inclusion sociale, par rapport au risque d'exclusion par le marché, de concentration foncière, de création de paysans sans terre. Et donc là aussi, on retrouve la question des équilibres, des compromis entre des régulations néo-coutumières qui mettent l'accent avant tout sur les appartenances sociales, des régulations marchandes et des régulations voilà pour quelques éléments sur les débats qui traversent, les controverses qui traversent les débats de politique foncière un petit peu dans différents pays, avec des poids différents à chaque fois. Alors, si on s'intéresse maintenant à la trajectoire des réformes elles-mêmes, il me semble qu'il y a trois grandes questions qui sont importantes à se poser. La première, c'est la question de la mise à l'ordre du jour de la décision. Qu'est-ce qui fait que des États vont ouvrir le chapeau, ouvrir la boîte noire au risque d'ouvrir peut-être la boîte de Pandore et décider en tout cas dans le discours, de prendre à bras-le-corps la question du foncier et de la... Alors, quand on s'interroge aux déterminants du changement, on voit un croisement entre des déterminants structurels et des déterminants conjoncturels. Les déterminants structurels, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le colonial, l'adaptation des politiques, des législations intérieures, le développement de l'économie de marché, la décentralisation, c'est un facteur qui rebattent les cartes de la question de la régulation foncière. Mais il y a aussi des déterminants plus conjoncturels qui structurent ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité, des moments où c'est le bon moment, le bon alignement de planète pour ouvrir le sujet. Et ça peut être des changements politiques avec un nouveau régime qui arrive et qui veut marquer son emprise sur le sujet. C'est peut-être des offres de financement qui stimulent le fait de dire bah oui, ok, on y va. Ça peut être des crises politiques, comme je l'ai évoqué pour le Kenya. Ça peut être des revendications, des mobilisations sociales qui deviennent tellement fortes que l'État ne peut plus faire de la sourde oreille et est obligé d'ouvrir le dossier. Et c'est un peu cette question des déterminants conjoncturels qui explique la trajectoire spécifique des différents pays autour de les moments où le débat foncier est posé. Alors, ce schéma-là, comme le précédent, était issu d'une réflexion qu'on avait menée dans un atelier ici à Saint-Louis il y a quelques années. Quand on interroge effectivement les forces qui poussent à la prise en charge du problème, on en voit certaines qui sont de l'ordre de l'environnement externe, des injonctions externes, des options de financement, certaines qui sont de l'ordre des institutions nationales, le besoin d'ajustement effectivement du foncier aux changements globaux, mais l'insatisfaction des professionnels qui considèrent effectivement que les choses ne vont pas, des rivalités institutionnelles où certains ministères critiquent très fortement les pratiques de l'autre, un changement de pouvoir à la tête de l'État, mais il y a aussi du coup la société avec la médiatisation des problèmes et les mobilisations sociales. En deuxième temps, le processus de formulation. Là aussi, on a des choses extrêmement différentes selon qu'on a des réformes élaborées par un noyau d'experts, de fonctionnaires, de juristes, un petit peu en cachette, en tout cas de façon assez entre eux, ou au contraire des processus ouverts, du dialogue, de la consultation, des expertises qui mobilisent une partie de la société dans le processus. S'interroger effectivement à quel diagnostic, à partir de quel diagnostic, de quel cadrage
et poser le problème, et puis de s'interroger, j'en ai parlé tout à l'heure, autour des réseaux de politique publique qui prennent en charge cela, parce que effectivement, le fait que le débat soit porté par, que le processus de formulation soit porté par tel ou tel groupe d'acteurs, évidemment, n'induit pas les mêmes cadrages et les mêmes processus. Alors, depuis les années 2000, il y a eu des changements dans la façon de poser la question de la fabrique de politique foncière, avec deux points qui s'affichent assez clairement, qui s'affirment assez clairement. D'une part, le fait que, alors qu'il y a une souvent une confusion entre réforme de la politique foncière et réforme légale, il est de plus en plus reconnu qu'il faut définir la politique avant de réformer la loi, et que la loi est un instrument d'une politique, d'une vision stratégique. Et d'autre part, c'est aussi l'impératif consultatif ou participatif qui fait qu'effectivement, on ne peut pas élaborer une nouvelle politique, en particulier une politique foncière, sans des processus participatifs, plus ou moins bien pensés, plus ou moins ouverts, plus ou moins, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas échapper à l'apparence de processus participatifs. Alors, on peut schématiser ça en disant un processus officiel avec des études, des diagnostics, des concertations, de la mise en débat, etc. Mais bien sûr, ce débat-là, il dépend de ce qui s'est passé avant. Donc, il y a une certaine, ce qu'on peut appeler une maturité du débat liée aux expériences antérieures, aux débats antérieurs, aux mobilisations, aux études du diagnostic. Et puis, autour du processus officiel, les organisations de la société civile peuvent effectivement continuer à se mobiliser, à élaborer des propositions, à revendiquer, à protester, à essayer d'influer sur le processus. Et puis les autres acteurs, les acteurs étatiques, les acteurs privés, les partenaires techniques et financiers, eux également, sont des acteurs qui influent non pas seulement sur le lancement du processus, sur la mise à l'ordre du jour, mais éventuellement sur le déroulement du jour. Et donc, ce qui se passe dans ce processus officiel de débat sur la politique foncière est le résultat de sa dynamique interne, mais aussi de ses influences extérieures. Et évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'après, le résultat, la proposition de politique, proposition de loi, etc., eh bien, les uns et les autres continuent à jouer et leur jeu et leur lieu d'influence. Et donc, la traduction du résultat du processus officiel en réforme réelle effective ne va pas de soi. Et encore, au Sénégal, il est bien placé pour le savoir. Dernier élément sur la mise en œuvre. Alors, je le disais tout à l'heure, les politiques sont avant tout la résultante des pratiques chargées de mise en œuvre. Et il y a de multiples étapes, de multiples biais entre les options politiques et leur traduction opérationnelle. Donc, il est important de bien penser à tous ces biais-là pour ne pas imaginer qu'on a fait le job une fois qu'on a un document stratégique ou même une réforme légale, parce qu'une réforme légale peut parfaitement rester dans un tiroir ou être pervertie ou vidée de son sens ou être complètement ineffective, faute de pièces du puzzle pour la mise en œuvre. Donc, autant il est très important de réfléchir sur la façon d'influer la formulation des politiques, autant il faut avoir en permanence à l'esprit le fait que l'enjeu, c'est la mise en œuvre, donc c'est dans les dispositifs opérationnels qui vont influer sur les pratiques foncières, qui est l'enjeu, et que cet enjeu de l'opérationnalisation doit être clair dans l'esprit tout au long du processus. Alors, voilà, pour schématiser ça aussi, on a un petit peu un document de politique avec des lois et des décrets, mais ça a besoin, pour être concrétisé, de dispositifs de gestion foncière, des organisations, des institutions, etc., des comités, etc., besoin d'outils et de procédures, besoin de moyens financiers pour fonctionner. Et finalement, une politique officielle, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement un document de politique, ce n'est pas seulement un document et des lois, parce que là, on reste dans le virtuel, finalement. Il faut des dispositifs, des outils, des procédures et des ressources pour que cela puisse se traduire en réalité. Et les liens entre tout ça sont plus ou moins clairs, il peut y avoir encore une fois des distensions. Mais en même temps, les pratiques locales et la façon dont elles sont influencées par ces dispositifs de gestion foncière et ces outils et instruments, eh bien, dépend aussi de beaucoup de choses, des stratégies des acteurs
des citoyens, mais aussi des stratégies des agents de l'administration foncière existante, des nouveaux dispositifs mis en place par la loi éventuellement. Et une politique en acte, eh bien, c'est avant tout ce qui se passe là, entre les deux. Sachant qu'effectivement, voilà, l'administration territoriale, les élites politiques économiques, les corporations professionnelles, l'administration foncière vont jouer sur la façon dont ces dispositifs et ces outils vont être mis en œuvre de façon plus ou moins complète, de façon plus ou moins rigoureuse, et donc vont prendre corps plus ou moins sur les pratiques. Donc là, ce serait un sujet à part entière de discuter ça, mais il y a quelques problèmes importants à bien comprendre, à bien prendre en compte lorsqu'on réfléchit à la mise en œuvre. On a d'une part le fait que, en particulier lorsque les processus de réforme sont appuyés par les bailleurs de fonds, on a souvent une mise en œuvre anticipée avec des projets pilotes qui visent à essayer d'expérimenter, mettre en œuvre, expérimenter, tester des dispositifs, des procédures, des outils. Alors ça, c'est intéressant parce que ces projets pilotes permettent justement d'expérimenter, d'avoir déjà, de savoir un peu comment on veut le faire, et de ne pas se retrouver avec des grandes ambitions généreuses, mais on est incapable de concrétiser. Mais inversement, ces projets pilotes posent des problèmes parce qu'ils agissent dans un cadre pas nécessairement en dehors du cadre légal, puisqu'ils mettent en place des outils qui ne sont pas encore reconnus. Et aussi, s'il se passe dans une logique projet, avec tous les problèmes bien connus de logique projet, et là, il y a une concentration de moyens dans un temps limité, avec des effets d'opportunisme, avec des standards qui sont assez peu, souvent trop peu inadaptés aux réalités locales, et puis une très faible pérennité de ce qui est mis en place, à la fois parce que tout ce qui est mis en place est fortement dépendant du projet et de ses moyens, et de ses ressources humaines, et qu'en même temps, effectivement, on est sur des mécanismes qui ne sont pas encore légalisés. On rencontre fréquemment des réformes ambitieuses sur le papier, mais qui se heurtent au problème de l'instrumentation. C'est le cas particulièrement en Afrique de l'Est, effectivement, où il y a eu des réformes extrêmement ambitieuses visant à lutter contre les injustices historiques, à profondément rénover le secteur, mais qui se heurtent à une quasi-absence de mise en œuvre. Et on a fréquemment un faible déploiement sur le terrain des réformes adoptées, parce que mettre en œuvre justement une politique, on l'a vu avec le schéma précédent, ça demande tout un énorme travail de mise en place de dispositifs organisationnels à réformer ou à créer, en particulier lorsqu'on met en place des services fonciers communaux, des outils, des procédures, des personnes à recruter, des nouveaux agents fonciers dans les communes, des formations à faire, etc. Et c'est un boulot absolument énorme qui demande de la vigilance, de la constance, de la durée, et qui demande des moyens. Et bien souvent, effectivement, cette mise en œuvre, en fait, les États s'y investissent peu ou pas, et donc ce sont les bailleurs de fonds, c'est l'aide internationale qui prend en charge le déploiement sur le terrain. Et ça fait que le déploiement est lié à des projets, avec encore une fois les problèmes de l'aide par projet. Il y a des inégalités territoriales, il y a les zones où il y a le projet et les zones où il n'y a pas. Il y a l'hétérogénéité éventuellement, parce que chaque bailleur introduit ses nuances, ce n'est pas forcément une même politique qui est mise en œuvre. Et puis cette dépendance au moyen externe qui est souvent problématique en termes de pérennité. Alors, s'il s'agit de réformer foncier, de mettre en place de nouveaux dispositifs d'administration foncière, il s'agit de choses qui doivent exister dans la durée, s'ancrer dans le paysage, s'ancrer dans les pratiques. Et autant la mobilisation de ressources financières extérieures est indispensable pour la mise en place de tout ça, autant si ces dispositifs d'administration foncière sont dépendants de l'aide internationale pour fonctionner, alors ça a une forte chance de s'effondrer progressivement après le retrait des bailleurs de fonds. Et on a donc face à un gros problème de pérennité des dispositifs avec les problèmes de compétences techniques et financières, la fragilité des dispositifs financés par l'aide, la fragilité face au changement politique et également lorsque des dispositifs d'enregistrement des droits, de cadences, de registres sont mis en place, une faible actualisation qui, encore une fois, réduit son effectivité. Voilà, donc j'ai été très long pour ce panorama, mais en même temps, il est bien que j'ai survolé de nombreuses dimensions. En conclusion, je voudrais mettre l'accent sur cette tension structurelle
entre reconnaissance et négation des droits fonciers locaux qui traversent les débats de politique foncière. Et en particulier, lorsqu'on parle accès au droit, est-ce qu'on parle de droit d'accès à la reconnaissance légale pour l'ensemble des citoyens et donc pour une grande diversité de formes de droits individuels ou collectifs, ou est-ce qu'on est finalement à vouloir généraliser une propriété privée comme seul modèle, ce qui du coup revient à nier la réalité des droits fonciers locaux dans la plupart du territoire et pour la majorité des citoyens. Et puis que, au-delà des choix de est-ce qu'il faut formaliser, comment, jusqu'où, etc., n'oublions pas que derrière, un enjeu très fort, c'est quel projet de société, quelle citoyenneté les États, les sociétés veulent construire pour l'avenir, dans un contexte, effectivement, où le modèle social post-indépendance est en crise, où les évolutions, le projet de modernisation de la société par l'État est très fortement questionnable, et où la logique libérale qui aggrave les inégalités sociales est problématique du point de vue justement de la cohésion sociale. Donc, quel projet de société, quelle vision de la citoyenneté, encore une fois, individuelle, uniquement nationale, ou citoyenneté plurielle, articulant citoyenneté locale, citoyenneté nationale, comment penser ces questions-là, sachant qu'effectivement, une société démocratique doit garantir les droits de ses citoyens et de tous les citoyens. Donc, il est problématique que cette barrière entre ceux qui ont accès au titre foncier et tous les autres demeure, que le droit doit être au service de la société et non pas le contraire. Et donc, du coup, effectivement, dans un contexte de pluralité des normes, quelle conception des citoyens, quelle forme de gouvernance foncière réfléchir. Voilà. Et pour étudier les processus de réforme, on a vu quelques clés d'analyse qui sont issues finalement des clés d'analyse en termes de politique publique, et qui sont très pertinents pour le foncier. Donc, intéressons-nous à la question des fenêtres d'opportunité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le dossier peut être ouvert et traitable? Qu'est-ce qui favorise la mise sur l'agenda? Autour de quel cadrage, de quelle vision problème est posé et par qui? Quel est le dispositif d'élaboration de la réforme et porté par qui, avec quel degré d'ouverture et de participation? Quels sont les réseaux d'acteurs, les alliances, les rapports de force? Quelles sont les controverses? Comment est-ce qu'elles ont été posées au cours du débat et comment est-ce qu'elles ont été traitées? Et puis du coup, quelles sont les étapes, les moments d'accélération et de blocage du processus officiel de réforme en lien avec les influences externes pour comprendre du coup quel a été l'aboutissement, en tout cas temporaire, de ces processus. Alors, des processus inclusifs, des politiques inclusives répondant aux problèmes des acteurs sont évidemment socialement souhaitables et revendiqués par de nombreux acteurs de la société civile. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des contraintes assez structurelles fortes à cela, auxquelles tout le monde se confronte à un degré ou à un autre. C'est à la fois le fait, ce legs colonial et cette culture juridique qui fait que la conception du droit est étroite et très difficile d'arriver à penser en dehors du modèle de l'immatriculation. Certaines normes internationales comme l'OHADA sont aussi des problèmes dans le sens où ils disent qu'il ne peut y avoir de garantie bancaire qu'avec un titre foncier. Et ça freine ou est un argument pour freiner l'exploration d'alternatives. On a des corporatismes professionnels très très forts. Il y a des enjeux financiers très forts dans le secteur foncier, au lieu de spéculation et de corruption. On a une légitimité de l'État plus ou moins variable, mais quelquefois faible dans l'espace local. On a des rivalités institutionnelles au sein de l'État et une faible capacité de coordination interministérielle et souvent une fragilité des ministères de l'Agriculture qui rend difficile le portage de préoccupations spécifiquement rurales. Et puis, on a une dormance un peu forte, en tout cas, des organisations de la société civile qui, selon le pays, sont diversement engagées sur le sujet. Et pour terminer, là, cette fois-ci vraiment, je vais vous citer une citation de Bruno Jobert, qui est un politiste français qui travaillait sur la situation française et qui s'interrogeait sur le changement. Et il me semble que cette citation est très, très utile pour notre réflexion. Si les recettes anciennes débouchent sur un échec avéré ou sont remises en cause par un protagonisme influent de l'échange,
Alors, pas obligatoirement, s'amorcer une mobilisation de ressources intellectuelles nouvelles élaborées dans d'autres formes. Autrement dit, il y a des façons, des réflexions alternatives vont être systématiquement mises de côté tant que, effectivement, la crise du modèle existant, des recettes en place, ne sont pas suffisamment fortes pour qu'elles soient remises en cause par un protagoniste influent de l'échange. Il ne suffit pas que les organisations de la société civile disent c'est pas bien, ça ne va pas, évidemment, pour que les choses changent. Cependant, poursuit Bruno Jobert, on observe empiriquement souvent des situations où des politiques persistent dans leur orientation malgré les désordres et les perturbations qu'elles engendrent. C'est particulièrement le cas quand les acteurs du politique sont parvenus à un compromis reportant le coût de leur rapport sur un tiers. Alors ça me paraît aussi extrêmement important. C'est voilà, des politiques porteuses d'effets pervers peuvent continuer dans la durée, en particulier lorsque les acteurs centraux de la politique trouvent leur intérêt à la situation et que le coût de cette situation, le prix est payé par d'autres acteurs, ceux qui ne sont pas en situation justement de protester, de réagir ou d'influer. Et il me semble qu'effectivement, la poursuite du modèle de l'immatriculation est pour une part cela. Effectivement, cela renforce l'exclusion de l'accès au droit de la majorité de la population, cela renforce des situations de spoliation, mais cette situation actuelle, finalement, correspond à la cristallisation d'intérêts, de certains intérêts, et la recherche d'alternatives ne peut se faire que si ce compromis-là, cette convergence d'intérêts autour de la situation actuelle, malgré ces problèmes, est fragilisée, contestée, non seulement contestée, mais également fragilisée. Voilà, donc j'espère que ce tour d'horizon un petit peu dense vous a intéressé et permet de fixer les idées. Donc, il n'y a pas, comme je disais, le débat qui suit, puisque j'ai refait l'enregistrement après l'échec de l'enregistrement initial. Donc, vous avez sur le site, sur la page du séminaire, les différentes séances qui ont suivi et qui chacune ont travaillé un cas. On a donc parlé du Bénin, du Burkina Faso, de Madagascar, du Kenya. Et puis, la dernière séance sera consacrée à un débat transversal autour des conditions de réforme. Voilà, je vous remercie et à bientôt.